Voilà, donc bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'écouter la présentation de Sébastien Mosser, donc, qui est maître de conférence en génie logiciel à l'université en Ontario, et qui va nous parler de beaucoup de thèmes particulièrement euh, donc, euh, qui ont particulièrement défrayé la chronique, dont les LLM, l'agilité aussi. Merci encore, Sébastien, et merci à tous d'être venus nombreux. Euh, je vous en prie. Ben, bonjour à tous. Merci d'assister virtuellement ou physiquement à cette présentation. Comme l'a dit Eric, je m'appelle Sébastien. Je passe le mois de février invité à l'Université de Toulouse pour travailler avec Jean-Michel Bruel. Jean-Michel a proposé que je fasse une présentation sur les travaux qu'on fait à Mac, plus spécifiquement à MaxCert, sur la justification, la sûreté logicielle. Et pour présenter ça, je vais prendre quelque chose d'un peu original, c'est-à-dire de regarder comment on travaille sur le traitement de la langue naturelle et l'agilité, comment ça interagit avec de l'intelligence artificielle et comment on arrive à introduire de la sûreté logicielle là-dedans. Ça fait un peu bullshit bingo avec plein de mots-clés pour démarrer, mais il y a une vraie histoire derrière et ça a vraiment du sens. Donc pour commencer, même si je travaille et que je suis directeur adjoint dans la boîte de sûreté logicielle, à la base, je ne suis pas un ingénieur en sûreté logicielle. Comme mon doc, c'était de faire des compilateurs pour des systèmes distribués. Mais petit à petit, en travaillant d'abord sur mon postdoc INRI à Lille, après j'étais chargé de recherche au SINTEF en Norvège, je suis revenu maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, après j'ai level up prof à l'UQAM. Après l'UQAM, je suis resté 3 ans à l'UQAM à Montréal et après je suis parti à Mac, donc à Hamilton. On est à 40 km au sud de Toronto sur le lac Ontario. Et plus j'avançais dans ce sur quoi je travaillais, plus la part de requirements, donc de travail sur les exigences et d'essayer de faire du logiciel qui fasse ce qu'il est censé faire, mais qui aussi essaye de ne pas faire de mal aux gens qui l'utilisent, c'est devenu de plus en plus important en fonction des différents projets sur lesquels je travaillais. Dans le cadre de MaxCert, qui est donc le laboratoire que je co-dirige à McMaster, notre objectif, c'est vraiment, on a un laboratoire de recherche appliquée, on travaille 95% avec des partenaires industriels. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à développer des outils et des méthodes pour faire en sorte que des systèmes qui soient dits software intensive soient safe, sécurisés et fiables. Le labo existe depuis 2007. Le fait qu'on a beaucoup de partenariats industriels a été reconnu par I3E sur le TCS Science Award l'an dernier, à ICSI. On est 5. Et nos cas d'études majeurs, c'est vraiment le domaine automobile, le domaine médical et le domaine nucléaire. Et il y a vraiment cette notion de safety et certification. Le CERT de MaxCert, c'est pour certification, où on cherche à faire en sorte que un système automobile soit développé de manière à ne pas faire de mal aux gens qui conduisent la voiture, un système médical soit développé de manière à ne pas faire de mal aux gens qui l'utilisent, et une centrale nucléaire soit développée de manière à potentiellement ne pas exploser. C'est un peu l'idée de ce qu'on fait au labo. Les travaux que je vais présenter aujourd'hui, c'est le fruit de plein d'interactions avec plein de gens. Je ne vais pas forcément, je vais pas nommer chacun parce que ça sera un peu long, mais il faut vraiment voir l'idée comme on est une équipe multidisciplinaire avec des gens qui font de la modélisation, des gens qui font du traitement de la langue naturelle, des gens qui font de l'ingénierie des exigences, des gens qui font de la philosophie, des gens qui font de l'éthique, et des gens qui font de la bioinformatique, des gens qui font de l'automobile pure. Et on essaye, à travers MaxCert, de relier un peu tout ça, toutes ces expertises, pour faire en sorte de produire du logiciel et produire de la bonne recherche qui soit utile. Donc, l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, c'est un exemple qui n'est pas du tout un exemple de safety à la base. Donc, c'est pas un système critique. On va s'intéresser à la capture d'exigences avec ce qu'on appelle des récits utilisateurs, ou aussi user stories. Et on va voir ce qu'on peut faire avec ça, comment ça nous intéresse d'un point de vue génie logiciel et comment on peut travailler avec. Ensuite, on va regarder comment on peut opérationnaliser ça, donc toujours d'un point de vue la dimension génie de génie logiciel, comment je peux extraire l'information, comment je peux travailler sur les modèles qui sont fournis, et surtout, on va voir donc comment on peut faire ça avec des LLM, sans LLM, qu'est-ce qui se passe quand j'essaye de faire ça. Et ça va nous arriver à conclure que c'est facile de faire des choses, mais c'est aussi facile de se tromper. Et ça m'amène au troisième point de la présentation, où on va chercher à faire ce qu'on appelle de la sûreté légère.
C'est assez clair quand on fait de l'automobile, du nucléaire ou du médical qu'il faut faire de la sûreté et s'intéresser à la sûreté de manière intensive, parce que c'est vraiment, ce sont des systèmes qui sont considérés comme critiques. Un système qui extrait de l'information de récits utilisateurs, ce n'est pas un système critique, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit le développer n'importe comment. Et une des lignes de recherche qu'on a au labo, c'est vraiment d'essayer d'introduire des techniques de sûreté sans toute la lourdeur des systèmes critiques, puisqu'on ne fait pas le même métier, ce n'est pas le même type de système, et voir comment on pourrait vraiment aider les gens à pas développer n'importe comment, en réutilisant ce qu'on sait faire en safety, sans pour autant être des experts en sûreté logicielle. Donc, le début, première partie de la présentation, ça va vraiment être de regarder, OK, c'est quoi l'idée de récit utilisateur et d'exigence. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure, ça peut être plus interactif, ou sinon on peut prendre des questions à la fin, c'est comme vous voulez. Grâce au setup de Jean-Michel, je vois s'il y a des questions. Je ne peux pas lire les questions, mais je verrai s'il y a des questions, donc ça, je peux m'arrêter. Une des idées principales qu'il y a derrière la notion d'agilité dans le monde du logiciel, c'est de maximiser la valeur et de ne pas maximiser la production. C'est-à-dire qu'un développeur logiciel, par nature, est paresseux. C'est une légende urbaine, mais qui est vraie, en tout cas dans mon cas. Et si le logiciel qu'on doit fournir, on prend la métaphore que chacune des fonctionnalités, c'est une brique. Si notre objectif, c'est de prendre toutes les briques qui sont posées par terre et de les mettre dans le camion, ça va demander énormément d'efforts, et ce n'est pas forcément ce qui est le plus nécessaire. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des outils, des méthodes, des mécanismes pour caractériser la valeur de chacune des briques. Il y a des briques qui sont dorées, il y a des briques qui sont en briques. Et si on arrive à d'abord mettre l'effort sur les briques en or et à livrer celles-là, c'est là où on va faire le plus plaisir à nos utilisateurs, donc livrer le plus de valeur, et en même temps, pas se casser le dos et s'épuiser à livrer des choses qui ne sont pas utiles à date. Donc, on voit que caractériser cette valeur, ça va être absolument important pour être capable de la maximiser. Et si on fait ça en mode agile pur, comme elle a été très très mal comprise il y a une quinzaine d'années, où on dit il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de documentation, on développe à l'arrache et c'est ça être agile, en fait ça ne marche pas bien parce qu'on ne peut pas caractériser cette valeur et on n'a pas de contrôle sur le processus de développement du logiciel. Donc on a besoin d'exigence, on a besoin de travailler sur OK, de quoi a besoin notre utilisateur final ou nos utilisateurs finaux, nos types d'utilisateurs finaux, et comment on peut faire pour caractériser, négocier et au final développer d'abord ce qui est le plus important pour laisser à plus tard ou avec plus de ressources les choses qui le sont moins. Alors ça la métaphore, elle marche plutôt bien, on comprend l'intérêt quand il s'agit de mettre des briques dans un camion. Maintenant, si on voit si on revient à la dimension ingénierie et génie du génie logiciel, la notion d'exigence, elle est très très bien définie. C'est une communauté de recherche qui existe depuis très longtemps. Et en fait, il y a un cycle de vie qui vient avec ça, qui dit « Ok, très bien, ça, on sait le faire déjà. On sait le faire avec plusieurs phases. Donc, on va commencer par éliciter des exigences en parlant avec des utilisateurs finaux, regarder des sources de régulation, de la documentation, et ainsi de suite. Ensuite, on va faire une phase d'analyse. Une fois qu'on a fait cette phase d'analyse, on va basculer sur une phase de spécification où on va définir clairement ce que doit faire le système, et ensuite on va basculer sur une phase de validation. Tout ça, c'est supporté par de la documentation assez extensive. Les récits utilisateurs rentrent dans le cadre de la documentation, de l'élicitation et de la validation. Donc on a quelque chose qui marche assez bien, et sur le papier, c'est plutôt cool. N'importe qui a dû travailler avec des humains sait que ce cycle-là, il ne marche pas. Parce qu'en fait, le logiciel, alors le jeu de mots ne marche pas en anglais, en français, mais software, c'est soft par conception, par construction, c'est écrit dessus. Et on n'a pas du tout les mêmes contraintes que quand on construit du logiciel, que quand on construit des produits et des systèmes physiques. Et c'est en ça que ce cycle qui est très calqué sur la manière dont des processus d'ingénierie classique où on fabrique vraiment un outil, une machine, un robot, marche beaucoup moins bien dans le cadre du logiciel, parce que la perception de l'impact d'un changement d'exigence dans du logiciel n'est pas forcément très comprise par les utilisateurs finaux, et ça donne des allers-retours assez incessants sur toutes les différentes phases. Donc c'est ça qui fait vraiment la difficulté de faire des exigences dans le monde logiciel, et relié à vraiment ce côté, il existe un cycle sur le papier, mais ce cycle, en théorie, il fonctionne, mais dans la pratique, il est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Alors on pourrait se dire, c'est pas très grave, du logiciel, ça fait des dizaines d'années qu'on sait le fabriquer, donc c'est quoi le problème? On peut prendre une autre métaphore qui serait, par exemple, on veut implémenter une fonctionnalité dans un logiciel. La fonctionnalité, c'est de traverser la rivière. Donc on voit qu'on a des équipes d'ingénieurs qui sont en train de s'affairer à traverser la rivière.
Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler une exigence non fonctionnelle. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne fonctionne pas, c'est juste qu'elle est plutôt basée sur comment on fait les choses. Et en fait, on a la moitié de l'équipe qui est en train de fabriquer un pont et l'autre moitié de l'équipe qui est en train de fabriquer un tunnel. Dans l'absolu, ça va traverser la rivière. Le problème, et on le sait tous, c'est que ça va finir dans le monde du logiciel. Encore une fois, parce que software is soft. On ne va pas détruire le pont pour suivre le tunnel ou détruire le tunnel et poursuivre le pont. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fabriquer un ascenseur entre les deux et patcher ça pour que globalement, on commence dans le tunnel, on prenne l'ascenseur, traverser la rivière et après on finisse sur le pont. C'est un truc qui serait complètement, qui viendrait pas du tout à l'esprit de quelqu'un qui fait de l'ingénierie civile et qui devrait vraiment construire un pont ou un tunnel. Mais comme le software, c'est au final mal maîtrisé parce que c'est intangible, c'est des situations qui arrivent tout le temps. Avec des bouts de code qui ne s'intègrent pas entre eux, des adaptateurs qui explosent, et ainsi de suite. Donc cette notion vraiment d'exigence, elle est très très critique et souvent pas trop regardée. Donc pour arriver à travailler là-dessus, on a besoin de méthodes. On a besoin d'avoir quelque chose qui nous permet de caractériser ces exigences, de caractériser ces choses-là, et potentiellement d'une manière un peu légère. Donc l'idée qu'il y a derrière les récits utilisateurs, c'est de caractériser ça de la manière la plus légère possible. Ce n'est pas de l'ingénierie des exigences du pauvre, au contraire, mais c'est plutôt juste le fait de mettre un pied dans la porte dans le monde industriel en disant vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser des techniques d'ingénierie des exigences qu'on utiliserait dans le monde physique. Par contre, si vous vous concentriez sur ce qui nous permet de travailler derrière, c'est-à-dire de dire cette fonctionnalité, quelle valeur elle produit pour qui et à travers quelle action. Donc en fait, si je résume, un récit utilisateur, une user story, c'est un triplet persona, action, valeur. Donc un persona peut faire quelque chose qui lui apporte un bénéfice. Ça s'exprime souvent sous la forme de ce qu'on appelle le template, le patron Connextra, qui est en tant que persona, je veux faire une action pour obtenir un bénéfice. Et ça, rappelez-vous, mon problème de base, c'était de caractériser les briques en or. Ça va me permettre de travailler, de négocier, de parler avec mes différentes parties prenantes, de leur dire, OK, entre ces deux récits utilisateurs, c'est quoi l'action qui a le plus de bénéfices? Et je peux donc caractériser une valeur de ce point de vue-là, et je peux prendre la même et parler à des développeurs pour leur montrer les différentes actions et leur demander quelle est la plus grosse difficulté technique, ce qui me donne 2 dimensions, et après, je peux commencer à optimiser, par exemple, OK, si je suis vraiment fainéant, c'est quoi qui est le plus facile à développer et qui apporte le plus de valeur? Et ça devrait être le premier truc que je développe parce que c'est le plus simple et qui va rendre les gens vraiment contents. Il y a plein de manières de faire ça. On essaye de ne pas faire ça en personne-moi ou en homme-heure, mais on essaye de faire ça avec ce qui s'appelle des points de récit ou des story points. C'est une échelle relative, il y a plein de travaux derrière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est donc quelque chose de très léger. En tant qu'un personnage, je veux faire une action pour obtenir un bénéfice qui me permet de travailler, c'est déployé en industrie, ça marche très bien, il y a plein d'initiatives derrière, il y a plein de conférences industrielles autour de ça. Et je peux vous montrer des exemples. Donc ça, c'est des exemples qui viennent d'un dataset, donc d'un corpus de récits utilisateurs qui est utilisé en recherche. Et ça dit, par exemple, en tant que... Ça, c'est pour faire des camps d'été. Donc en France, ça serait l'équivalent de centre aéré, par exemple, ou ce genre de choses, où on peut mettre les enfants pendant les vacances scolaires ou ainsi de suite, pendant que les parents travaillent. Donc, en tant qu'administrateur du camp, je vais pouvoir ajouter des nouveaux campeurs pour pouvoir tracer et tenir compte de chacune des personnes qui sont enregistrées et qui sont inscrites au camp d'été d'une certaine semaine, par exemple. Ou en tant qu'animateur, donc là on serait plutôt camp worker, ce serait plutôt un animateur jeunesse titulaire d'un BAFA ou quelque chose comme ça. Je veux savoir quels sont les campeurs dont j'ai la charge et aussi où ils sont pour faire mon job proprement, typiquement pas en perdre un. Donc, vous voyez, c'est des exigences qui sont pas des... On va pas modéliser un avion, parce qu'on est à Toulouse, donc parlons avionique. On va très difficilement modéliser un avion de cette manière-là, mais par contre, un système web qui permet de gérer qui s'est inscrit au camp d'été offert par le centre aéré de la ville, ça marche plutôt bien, donc c'est très déployé, et ça permet de savoir qui on vise, quelles fonctionnalités ils doivent avoir, et surtout, qu'est-ce que ça permet de faire. En l'occurrence, là, la propriété, c'est de ne pas perdre un enfant, ou de pouvoir rapporter combien d'enfants sont inscrits, et ainsi de suite. Et l'astuce, le fait qui fait que ça a bien marché, c'est que ça, c'est simple à écrire, c'est suffisant pour travailler, et surtout, on peut commencer à travailler dessus. On peut commencer à modéliser nos exigences en gardant en tête que nos récits utilisateurs, c'est vraiment, l'acronyme c'est INVEST, donc c'est investissement. Et une des propriétés vraiment importantes, c'est le fait que c'est indépendant. Donc chaque récit utilisateur est indépendant des autres, fait que je peux le prendre, le travailler en isolation
le négocier avec différentes parties prenantes. La notion de négociation est très importante, c'est-à-dire que si on n'a pas le temps de tout faire, qu'est-ce qui serait le plus important de faire? La notion de valuation est aussi importante, parce que je peux la valuer d'un point de vue valeur, mais je peux aussi le valuer d'un point de vue technique, ce qui me permet de regrouper les gens qui vont développer le logiciel, des gens qui vont utiliser le logiciel. Souvent, ces gens-là n'aiment pas trop se parler, mais le récit utilisateur est une manière de faire le lien et faire un pont entre les deux. Je peux estimer, donc avec des story points ou quoi que ce soit, pour dire ça, c'est plus dur que ça apporte plus de valeur que ça apporte moins de valeur que ça. Ça a une notion de taille, d'être petit, donc ça peut être développé rapidement. Donc une fonctionnalité qui est présente dans un récit, je peux la livrer à la prochaine livraison du logiciel. On ne s'embarque pas dans quelque chose qui sera livré dans 4 ans, on s'embarque vraiment dans quelque chose que je peux développer à l'échelle d'1 ou 2 semaines. Et au final, le point qui est important aussi, c'est le fait que c'est testable. Donc je peux définir quand ce récit utilisateur est considéré comme terminé. Donc c'est-à-dire que je peux avoir un test d'acceptation qui me ramène à la notion de validation d'exigence dont je parlais tout à l'heure. Je sais précisément dire, cette exigence-là, cette story-là, elle sera OK, elle est considérée comme finie et livrée dans le logiciel quand cet ensemble de critères y passe, ce qui me ramène donc à mon cycle classique où on aurait un test de qualité d'une pièce de machine-outil ou ce genre de choses. Et ça, donc, si on pose l'hypothèse et qu'on assume qu'on a à disposition un ensemble de stories pour modéliser les exigences de notre logiciel, en fait, on peut intégrer ça dans une boucle qui est une boucle de développement assez classique. Donc, on a plusieurs rôles. On va avoir une notion de ce qu'on appelle un product owner qui va s'intéresser à caractériser ces récits utilisateurs, discuter avec les utilisateurs finaux ou les différents stakeholders pour justement savoir quels sont les différents récits nécessaires, les prioriser, les estimer et ainsi de suite. À travers une phase de planning, je ne sais pas si vous voyez ma souris, j'espère que vous voyez ma souris. À travers une phase de planning, on est capable ensuite d'aller vers l'équipe de développement qui va recevoir un ensemble de récits utilisateurs comme étant les spécifications de ce qu'il faut développer pour dans 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Ça dépend de comment l'entreprise s'organise. Donc, on va pouvoir fabriquer du code et des artefacts qui vont avec. Ça va se déployer dans un produit. Ce produit, ça peut être une application mobile ou quoi que ce soit, qui va être utilisé par des utilisateurs finaux qui peuvent donner du feedback. On va pouvoir monitorer cette application-là avec de la télémétrie pour être capable de donner du feedback à l'équipe de développement et rinse and repeat jusqu'à la fin du développement de l'application en question ou la mise à disposition auprès du grand public ou ce genre de choses. Donc, cette première partie, c'est pour vous donner du contexte, vous raconter ce que c'est qu'un récit utilisateur si jamais vous ne connaissiez pas dans les détails, et surtout présenter cette boucle de développement qu'on va appeler Agile/DevOps. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails de Agile et DevOps, mais c'est une vision très gros grain d'un développement classique quand on utilise ce genre de technique, et ce genre de technique est massivement utilisé dans le monde industriel. Ça m'amène à la deuxième partie où on va se rendre compte que c'est très utilisé dans le monde industriel, mais comme d'habitude, il y a des points d'accroche, il y a des points où ça ne marche pas très très bien. Et un des points où ça ne marche pas bien, c'est majoritairement un problème de passage à l'échelle. Ça, c'est un tout petit backlog. Donc, c'est une toute petite collection de stories qui vient du corpus dont je parlais tout à l'heure. Le but du jeu, c'est bien évidemment pas que vous le lisiez, mais ça, c'est un extrait d'un petit backlog. Et on voit qu'il y en a beaucoup. Et surtout, c'est que du texte. Et que du texte, j'ai aucune garantie que ces exigences-là ne sont pas conflictuelles, j'ai aucune garantie qu'elles couvrent bien toutes les différentes parties prenantes qu'il y a. Donc en fait, je me retrouve avec un backlog qui est un enchaînement de phrases, ce qui est très bien, ce qui est, encore une fois, on arrive à travailler avec ça, mais d'un point de vue consistance globale du logiciel et analyse globale du logiciel, ce n'est pas forcément idéal. Et c'est là-dessus qu'en Genilog, on va s'intéresser à des techniques d'automatisation. Donc si j'ai ça à disposition, parce que c'est comme ça que les industriels travaillent, donc on ne peut pas changer la manière dont ils travaillent. C'est ça qu'ils écrivent très bien, prenons ça comme entrée. Est-ce que je n'arriverai pas à utiliser des techniques de traitement de la langue naturelle pour extraire ces informations de mon backlog produit, fabriquer un modèle, donc savoir quelles fonctionnalités impactent tel utilisateur, quelles actions doivent être faites par tel type d'utilisateur, vérifier si ces actions peuvent être vraiment faites, et ainsi de suite, et faire de l'analyse d'impact, par exemple. C'est-à-dire quand on va préparer la prochaine itération de développement du logiciel, préparer ce qui va se passer pour le mois prochain, on peut utiliser des algos qui exploitent les modèles d'exigence qu'on extrait de ce texte pur pour essayer de dire « Ah, vous faites un système pour des profs et des étudiants, et là, ça fait 3 mois que vous travaillez que sur la partie prof. Peut-être que c'est normal, mais peut-être que vous êtes en train d'oublier des choses.
ou au contraire, de voir qu'il y a beaucoup d'efforts qui est mis à un endroit et pas à un autre, de voir qu'il y a certaines fonctionnalités qui étaient caractérisées importantes, qui sont toujours pas travaillées ou qui sont conflictuelles avec d'autres. Tout ça, en fait, si on s'extrait du texte et qu'on remonte sur des modèles de raisonnement, c'est des graphes, hein, on se retrouve à être capable d'avoir cette capacité d'analyse et donc d'aider, de faire de l'aide à la décision, en fait, pour les développeurs et les product owners quand ils travaillent sur leur ensemble de backlog utilisateurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, donc, comme je vous disais, la plupart des stories sont définies avec le patron Connextra. Donc, en tant qu'utilisateur, je veux faire un truc, ici, cliquer sur des entités, ici, une adresse, et obtenir un bénéfice. Donc, en tant qu'utilisateur, je clique sur l'adresse, ça m'ouvre un nouvel onglet avec Google Maps. C'est typiquement un récit utilisateur. Donc, on va s'intéresser à utiliser du traitement de la langue naturelle pour exporter et extraire à partir de ces phrases la notion de persona, de bénéfice, d'action et d'entité. Alors ça, je peux extraire ces choses à plat, mais en fait, on se rend bien compte que c'est un graphe, c'est un persona qui fait une certaine action sur une certaine entité pour obtenir un certain bénéfice. Et donc, on se retrouve avec une modélisation qui est plutôt sous forme de graphe. Là, la métamodélisation de ça est faite avec un diagramme de classe UML, mais globalement, je pourrais faire ça avec un graphe de connaissances, c'est à peu près pareil. Où en gros, on va avoir le fait que cette story-là, elle a tel persona, donc on est là, un produit c'est composé d'un backlog, un backlog c'est composé de personas et d'entités et d'un ensemble de récits utilisateurs, et ce récit, il prend un persona, il applique une action dessus, et cette action cible une certaine entité pour obtenir un bénéfice. Donc c'est comme ça qu'on arrive à lier à peu près les choses les unes avec les autres, et l'intérêt c'est que je peux prendre chacun de mes récits utilisateurs, fabriquer un graphe juste pour ce récit-là, et ensuite composer tous mes graphes ensemble pour obtenir le gros graphe de connaissances complet de quels sont les utilisateurs qui travaillent, qui font telle action, comment ces choses-là sont liées, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la partie algèbre compositionnelle derrière, mais c'est assez rigolo à implémenter, et ça marche plutôt bien, c'est pas très compliqué. Et surtout, ça donne assez immédiatement des bénéfices. Par exemple, ce qu'on était capable de faire, c'est de prendre un ensemble de backlogs industriels. Donc là, il y a 2973 récits utilisateurs dedans. On a été capable de les comparer les uns avec les autres. Donc, c'est un petit peu de code parallélisé, ce n'est pas très compliqué à faire non plus. Et d'identifier des similarités. Je ne vais pas rentrer dans les détails de similarités. On a un papier qui développe vraiment ce détail-là plus tard. Mais en gros, c'est une application possible de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que je suis en train de développer dans une entreprise, grosse entreprise. J'ai une nouvelle fonctionnalité qui a été modélisée sous la forme de récit utilisateur. Mais en fait, je peux prendre ça, la comparer avec tout ce qui se passe ailleurs dans l'entreprise et identifier de la similarité pour dire hey, vous êtes peut-être en train de réinventer la roue, cette fonctionnalité-là, il y a déjà des gens qui l'ont définie dans une autre équipe, peut-être que ça serait bien de leur parler, ça serait bien de récupérer leur expertise, de récupérer leurs connaissances, par exemple. Donc là, c'est typiquement ce qu'on a vu là, où on a réussi à identifier sur 3000 fonctionnalités, on a identifié, je crois que c'est 2 ou 3 overlaps, je n'ai pas zoomé assez, de fonctionnalités qui avaient été définies à plusieurs endroits dans l'entreprise, de manière complètement indépendante, et c'était exactement les mêmes fonctionnalités. Donc, en fait, on a refait la même chose plusieurs fois, sans concertation et de manière très indépendante, dans différents produits et dans différents projets de l'entreprise. Donc là, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que dans l'état de la pratique, on peut prendre des récits utilisateurs écrits par des industriels, on peut transformer ça en modèle. Donc, une fois que j'ai un modèle, je peux fabriquer des analyses dessus, comme de l'analyse d'impact, de l'analyse de similarité, ou plein de choses qui sont faites avec des graphes. Donc, ce test-là de similarité, c'était réutiliser des algos qui sont utilisés pour faire de la similarité entre brins d'ARN. C'est une collab avec un bioinformaticien, ce qui était assez improbable quand le thème, c'était vraiment agilité et récit utilisateur. Mais au final, on a pu réutiliser des algos de bioinformatique sur le graphe de récit. Donc, c'était rigolo à faire. Le gros problème qu'il y a et que pour l'instant j'ai un peu mis sous le tapis, c'est que à date, j'ai une gigantesque hypothèse qui est que je peux obtenir mes triplets, je peux obtenir mon graphe à partir des récits utilisateurs. Et ça, si je ne peux pas le faire, en fait, c'est vraiment la première étape, quoi. Et tout le reste s'écroule. Donc, comment je peux faire pour faire ça? Une première idée, vu qu'on est depuis 2022 inondé de Large Language Model, c'est de dire, je vais demander à ChatGPT. Donc, on a fait plusieurs essais. Premier essai, c'est de prendre des backlogs en entier, de les jeter dans ChatGPT, et ça nous a donné des résultats vraiment terribles. Beaucoup d'hallucinations, même si j'aime pas le terme hallucination parce que c'est l'anthropomorphisme, mais
des personas qui n'existaient pas, des actions qui n'existaient pas, des entités qui n'existaient pas, des choses liées entre elles qui n'existaient pas. Donc, en fait, on donnait trop de contexte à l'outil et il inférait des trucs qu'il n'était pas du tout censé inférer. La deuxième tentative qu'on a fait était de reposer sur l'hypothèse d'indépendance, parce que je vous rappelais, invest, le I, c'est pour isolation ou indépendance. Donc, chaque récit étant indépendant les uns des autres, en théorie, on est capable de les traiter indépendamment. Alors ça a à peu près résolu les problèmes d'hallucination. On a quelques stories sur les 3000 qu'on a traités qui avaient de l'hallucination, mais sinon, c'était raisonnable. Par contre, gérer le format de retour et être capable d'automatiser ça à l'échelle sans aucune intervention humaine, c'était assez infernal. La troisième tentative qu'on a fait, c'est de faire exactement pareil que pour la deuxième, mais d'utiliser un mécanisme qu'OpenAI a mis en place en 2023 qui s'appelle les function calls, où on peut vraiment forcer la sortie de ChatGPT ou de GPT, enfin du modèle qu'on utilise, pour que ça soit comme s'il appelait une fonction. Donc en fait, il va fabriquer des structures de données type JSON ou XML, et là on a beaucoup plus de contraintes dessus, parce qu'en fait, ils font passer du post-processing pour vraiment remplir des templates. Donc syntaxiquement, c'était beaucoup plus correct. Et donc, on a pu être capable d'automatiser, de loader ces 3000 stories automatiquement, de faire nos analyses de similarité et ainsi de suite, plutôt sans aucune intervention humaine. Donc, comment ça marche? Il y a plein de techniques de ce qu'ils appellent du prompt engineering, même si ça ne respecte aucun des principes de génie, et que c'est plutôt du hacking, parce que c'est une boîte noire, on envoie des trucs, on ne sait pas trop ce que ça fait derrière. Mais en gros, l'idée, c'est d'avoir une première phase de setup dans laquelle on va dire au système, on va contextualiser le système. Donc, c'est ma première étape là. Ensuite, on va avoir plusieurs tâches. En l'occurrence, j'en ai 3. J'ai une tâche d'extraction des concepts. Donc, donne-moi les personas, les entités, les bénéfices. Ensuite, j'ai une phase de catégorisation. Dis-moi si c'est un concept principal ou un concept secondaire. Et ensuite, j'ai une tâche de mise en relation qui est, étant donné tout ce que tu as déjà extrait, dis-moi qui est relié à qui. C'est en suivant les bonnes pratiques et en discutant avec des gens qui font du prompt engineering, c'était apparemment la bonne manière de faire. Donc, on va utiliser de la preuve par l'exemple en disant voilà ce que tu dois faire, voilà un exemple de ce que j'attends et voilà la tâche que tu dois résoudre. On récupère le résultat. Ensuite, on redonne les concepts qui ont été identifiés, on redonne une nouvelle tâche, on lui redonne un nouvel exemple et ainsi de suite. Ça, c'est même très surprenamment extrêmement facile à faire. C'est quelques lignes de Python, c'est quelques dollars, traiter avec GPT-3, traiter l'ensemble du backlog, là, ça coûte moins de 5 $, donc 3 € et quelques. C'est un peu lent, des fois ça répond pas comme ça met beaucoup de temps à répondre, c'est pas très déterministe par nature même de ce que c'est qu'un LLM. Alors il y a cette notion de température dans les LLM qu'on peut essayer de mettre à 0, mais il n'empêche que ça répond pas toujours la même chose. Donc quand on fait des expériences, il faut lancer plusieurs fois la même requête et moyenner les résultats qu'on obtient. Enfin, il y a un petit peu d'ingénierie pour faire ça, pour évaluer proprement. Mais sinon, d'un point de vue usage, c'est d'une simplicité effarante. Il suffit vraiment de prendre 5 lignes de Python et on peut automatiser l'analyse et l'extraction d'un backlog directement avec ChatGPT. Ça marche très très bien. Et surtout, on s'est comparé à un outil de l'état de l'art qui s'appelle Visual Narrator, qui est un outil qui existait avant la vague des LLM. C'est quelque chose qui date de 2018. Et on a regardé comment Visual Narrator extrayait les personas, les entités, les actions, et aussi comment on pouvait, nous, le faire avec GPT-3.5 Turbo, qui était à l'époque le dernier. Maintenant, on a GPT-4, mais à l'époque, on a fait les mesures, c'était ça. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les personas, c'est meilleur, mais Visual Narrator était déjà bon sur les personas. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que si vous vous rappelez le patron, c'est en tant que quelque chose. Donc presque, je prends le 3e mot de chacune des stories et je suis à peu près sûr à 100% de ne pas me tromper. Les entités et les actions, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'une entité, c'est un nom, une action, c'est un verbe, mais il y a des verbes dans une phrase qui ne sont pas forcément super importants et qui n'ont pas de sens sémantique sur ces choses-là. Donc, globalement, utiliser un modèle de langue, un large language model là-dessus, a permis un saut, la reconnaissance des entités. On est passé avec littéralement 5 lignes de code d'un truc qui reconnaissait 20% à un truc qui reconnaissait plus de 60%. Et sur les actions, pareil, on passe de 60%, enfin un peu moins de 60% à un peu moins de 80%. Donc, c'est quand même des améliorations non négligeables et qui viennent gratuitement. Enfin, gratuitement non, parce que clé d'API est 3 $, mais quand même, en termes d'effort de code et d'ingénierie, c'est vraiment ridicule le code à produire pour obtenir ces résultats-là. Ce qui était plutôt cool. Et c'est là où, en fait, en tant que scientifique et en tant que chercheur, la question qu'on se pose, c'est j'ai des super cool résultats, je devrais les publier.
Mais il y a aussi cette petite voix qui est, moi je ne suis pas expert en NLP, j'en ai jamais fait de ma vie, et là je suis en train de m'inventer une vie d'expert en NLP qui fait de l'extraction d'entités nommées dans du texte, alors que ce n'est pas du tout mon expertise. Peut-être ça serait bien que je parle à des gens qui savent faire. Bien évidemment, ça c'est un désavantage immédiat, c'est que du coup je ne vais pas publier immédiatement. Mais peut-être que j'apprendrai plus de choses si je parle à ces gens-là. C'est typiquement ce qu'on a fait. Et la vraie question qui était derrière, c'est est-ce qu'on est vraiment en train de faire les choses de la bonne manière? Parce que oui, ça marche. Me connecter à ChatGPT, envoyer mes données, récupérer les résultats, ce pas des données confidentielles. Pour une entreprise, ça serait différent parce que les stories, c'est de la propriété intellectuelle, donc ça pourrait poser un problème. Mais est-ce que c'est, si je suis expert en traitement de la langue, est-ce que c'est la bonne manière de faire? Donc on allait parler avec des gens qui savent le faire, en l'occurrence donc Marie-Jean Meurs, qui est professeure à Montréal, qui est une experte en traitement de la langue et en santé mentale, et qui nous a dit, vu ce que vous avez fait, moi je ferai du CRF. CRF, jamais entendu de ma vie, mais vraiment littéralement jamais entendu de ma vie. C'est très vieux, ça a 22 ans. Si vous connaissez chaîne de Markov, c'est à peu près cette idée-là. Je caricature vraiment, c'est plus compliqué que ça, mais c'est une approche type chaîne de Markov, où en gros, la méthode, c'est de dire, on va prendre un récit utilisateur, on va le découper par mots, on va faire du part of speech pour savoir, OK, ce mot, c'est un adverbe, ce mot, c'est un nom, ce caractère, c'est de la ponctuation. On va associer un label à chacun de ces choses-là. Donc, ça, c'est un persona, ça, c'est un persona, ça, c'est une action primaire, ça, c'est une entité primaire, ça, c'est une entité secondaire, et ainsi de suite. Et ensuite, on a des petites heuristiques pour regrouper les choses. Si on a deux personas l'un derrière l'autre, il y a de fortes chances pour que ça soit un seul, et ainsi de suite. Et elle nous a dit, moi, je trouve que votre truc, c'est vachement facile. Prends un stagiaire DUT première année et vous le faites en 1 mois et demi. OK. C'est ce qui s'est passé. Et en faisant ça, donc en ayant la bonne expertise avec le bon manière de faire, on est bien meilleur que ce qu'on peut faire avec un LLM. Alors bien évidemment, le CRF, c'est une approche supervisée, LLM, c'est pas supervisé, donc il a fallu annoter un corpus et ainsi de suite. Donc il y a un effort qui est non négligeable. Mais le point clé de ce que j'ai essayé de dire là, c'est que par ignorance, d'une certaine mesure, on avait sauté dans le wagon des LLM pour dire ok, ça sait le faire, donc du coup ça le fait bien. Et en allant récupérer la bonne expertise et surtout la bonne manière de faire, en fait, on a eu de 1 des bien meilleurs résultats, de 2 on était beaucoup plus garant de vie privée, respect de propriété intellectuelle et ainsi de suite parce qu'on ne partait pas sur des outils externes, et de 3, ça montre aussi vraiment le fait qu'on ne savait pas faire quoi. Et là, le fait que des API comme GPT sont extrêmement faciles à utiliser et que n'importe qui peut s'y connecter et n'importe qui peut faire des choses avec, ça a commencé à poser question en fait. Alors il y a une première question qui est d'un point de vue rôle du génie dans la société, c'est est-ce que c'est une bonne idée de faire ça en fait? Parce que ces modèles de langue, ils sont très gros, ils sont très gourmands, ils prennent énormément de coûts en énergie, et ils ont des résultats qui, contrairement à une solution dédiée faite par des gens qui savent la faire, sont assez moyens en fait. Mais il y a aussi cette facilité de dire oui, mais je l'ai directement. Alors que CRF, il a fallu que je parle à des gens, qu'ils m'expliquent comment faire, qu'on regarde les bonnes bibliothèques, qu'on prenne un stagiaire, que le stagiaire aille faire l'implémentation de la chose. On a dû annoter un corpus, vérifier qu'il s'était annoté comme il fallait. Et donc, on est vraiment sur, en fait, on revient à une question d'ingénierie des exigences. C'est-à-dire, c'est quoi que je cherche à maximiser? Est-ce que je cherche à maximiser un résultat absolument immédiat qui me donne quelque chose de suffisant? Auquel cas, ma solution à base de GPT marchait bien, ou est-ce que je cherche à faire ça proprement un petit peu plus dans l'absolu avec des choses qui sont un petit peu plus pérennes, et auquel cas GPT c'était pas la bonne solution, et il fallait aller vers des techniques plus orientées CRF. Donc ce que je voulais montrer avec cet exemple, c'est que c'est facile de se tromper, c'est facile de faire quelque chose en pensant qu'on a bien fait parce qu'on avait suivi toutes les bonnes pratiques de comment les gens font du prompt engineering, pour obtenir des résultats qui étaient meilleurs que l'état de l'art, mais qui étaient quand même très très loin de ce qu'un expert pouvait faire sur le domaine. Et ça nous amène à des problématiques de ce qu'on va appeler sûreté légère, où là on se demande vraiment, ok, je me suis trompé en fait, mon approche LLM, c'était pas la bonne, et ça je peux le faire dans plein de domaines différents, c'est très facile de se tromper en fait. Et comment on pourrait faire pour aider les gens à pas trop se tromper? Ce qu'on fait en sûreté, c'est typiquement faire en sorte que les logiciels ne fassent pas de mal aux gens. On le voit bien sur une voiture, on le voit bien sur du médical, comme j'ai dit. Maintenant, les travaux qu'on fait, par exemple, dans l'équipe sur les Software Defined Network ou sur le traitement de la langue naturelle et la santé mentale, ce n'est pas safety critical.
Mais par contre, on a quand même plein de cas dans la presse où on a des choses, par exemple, à Toronto, pendant plus de 24 heures, ça a quasiment duré 3 jours, plus personne ne pouvait appeler le numéro d'urgence. Donc le 911, c'est l'équivalent du 112 en Europe. Et plus personne ne pouvait faire une transaction bancaire et plus personne ne pouvait appeler les urgences. Ce qui est compliqué dans une ville. La population de Toronto, c'est à peu près 8 millions d'habitants dans la zone. Donc c'est vraiment un problème. D'un point de vue santé mentale, déjà, il y a un premier problème qui est on va envoyer tout ce que pensent les gens et tout ce qu'ils ont vraiment écrit à un LLM. Alors, qui respecte ou qui ne respecte pas la vie privée, c'est un premier point. Mais surtout, on n'a aucune garantie, aucun moyen de savoir quel va être le retour. Il y a plein d'exemples dans la presse de LLM qui ont dit à des utilisateurs de se jeter par la fenêtre comme manière de résoudre leurs problèmes de santé mentale. C'est une solution, mais ce n'est pas forcément la meilleure, ou en tout cas, éthiquement, ce n'est pas celle qu'on veut retourner à l'utilisateur à ce moment-là. Donc le point, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas un système critique qu'on a des excuses pour ne pas s'intéresser vraiment à faire les choses proprement. Et donc, on va commencer à se demander comment je pourrais faire pour aider les gens à justifier, à être capable de dire « oui, moi, ce que je fais, je l'ai fait comme il fallait ». En tout cas, quels sont les éléments que j'apporte pour avoir fait les choses comme il fallait. La plupart du temps, ce qu'on va faire, nous, en tant que développeurs de logiciels, c'est expliquer. Donc, je peux documenter. Je peux dire « ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». C'est de la description. Ce qu'on va chercher à faire, pas de la justification, c'est d'aller vraiment dans cette optique de convaincre. Donc, je vais arriver à fournir une bonne raison que la chose que j'ai faite, elle est faite de manière just, right et reasonable. Ce n'est pas une preuve dans l'absolu. Je ne suis pas en train de prouver dans l'absolu que le système que je viens de développer ne va jamais faire de mal à personne. Par contre, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer que ce que je suis en train de faire, j'ai pris les dispositions nécessaires pour, to the best of my knowledge, essayer de ne pas faire de mal aux gens. Et on voit ça sur le système la disruption qu'il y a eu à Toronto sur les problématiques de télécom. C'est une mise à jour de routeur qui s'est mal passée et qui a été poussée sans fail-safe, qui du coup a cascadé et a explosé tout le réseau de l'opérateur telco majeur de la ville. Dans les histoires de santé mentale, pareil, c'est très bien d'utiliser un LLM, mais par contre, il faut du post-processing derrière dans la réponse pour aller vérifier que certaines réponses considérées comme non légitimes ne soient pas renvoyées à l'utilisateur et soient repassées dans le LLM pour produire une alternative, par exemple. C'est faisable, on peut le faire, mais si on ne le fait pas, on a potentiellement un problème. Donc, il faut qu'on ait une manière d'aider les gens à faire ça. Et pour faire ça, c'est des choses qu'en sûreté, on sait faire. On peut faire des assurance cases ou des choses potentiellement compliquées. Mais ce qu'on voudrait faire, nous, c'est avoir un truc plus léger pour, de la même manière qu'on a repris des user stories pour mettre un pied dans la porte et être capable de se brancher à des pratiques, on voudrait avoir quelque chose qui ne nécessite pas 4 mois de formation pour que n'importe quel développeur soit capable de justifier ce qu'il fait. Donc, ce sur quoi on travaille, c'est ce qu'on va appeler des modèles de justification. Ça vient de Toomin, qui est donc des travaux des années 50, où en fait, ce qu'on cherche, c'est on veut obtenir une conclusion, et cette conclusion, on veut l'obtenir à partir de stratégies appliquées sur des sous-conclusions et appliquées sur des preuves. Donc, je peux faire cette présentation devant vous aujourd'hui, puisque le contenu a été approuvé par mon service légal à Mac et les standards de présentation sont OK. Comment je garantis ça? J'ai vérifié la grammaire et les typos. Comment je vérifie ça? J'ai demandé à quelqu'un de vérifier le contenu. Sur quelle preuve je m'appuie là-dessus? Les diapos sont disponibles et ils ont à disposition le NDA qui a été signé pour vérifier que je ne suis pas en train de dire des trucs que je n'aurais pas le droit de dire. C'est assez simple, c'est très, très straightforward. Mais rien que ça, ça me permet de construire une argumentation pour dire oui, la présentation est prête, je peux la faire. Et en fait, ça, c'est vraiment un cas d'assurance, un cas de safety du pauvre, d'une certaine mesure, parce que les modèles d'assurance case ou de safety case sont beaucoup plus complexes que ça et sont beaucoup plus expressifs, mais ne sont pas forcément nécessaires, pour développer des applications type site web ou ainsi de suite. Donc, on essaye vraiment de travailler sur cette notion de diagramme de justification comme une sorte de modèle qui cible le développeur moyen juste pour « Ok, dis-moi ce que tu as fait, dis-moi comment tu l'as fait et dis-moi pourquoi tu penses que c'est bien. » Et déjà ça, c'est mieux que juste de la documentation qui dit « J'ai utilisé TensorFlow, j'ai utilisé OpenAI et ainsi de suite. » Je peux vous donner un exemple concret, c'est là-dessus que je vais à peu près finir. Réseauté, c'est une application donc, de santé mentale qu'on développe au Québec en partenariat avec une antenne du ministère de la Santé. Le Québec, c'est très, 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 très grand. Le Canada, c'est le 2e pays du monde en termes de superficie, même si pas grand monde le sait. Donc, on est à peine plus petit que la Russie.
Et il y a beaucoup de communautés très isolées. Donc, quand on vit dans une communauté qui a 8 heures de train du plus proche hôpital et qui a 2 trains par semaine, avoir accès à des ressources pour supporter sa santé mentale, c'est pas super facile. Donc, on essaye de développer des outils qui permettent d'anticiper les symptômes au plus tôt pour être capable de résoudre les problèmes avant que des crises arrivent, en tout cas d'anticiper les crises. Pour être capable de développer ça, j'ai besoin de garantir des choses au ministère de la Santé. J'ai besoin d'être capable de garantir que l'application, elle est techniquement OK, c'est-à-dire que je peux la déployer sur les téléphones des gens et surtout, elle est rétrocompatible avec les versions précédentes. Il ne faut pas le dernier iPhone pour être capable d'utiliser ce système-là. Et de l'autre côté, je vais garantir que mes objectifs métiers sont corrects, donc je respecte la vie privée des utilisateurs et que mon analyse de traitement de la langue naturelle pour évaluer la santé mentale des gens est accurate. Alors, accurate, ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est pour ça que ces boîtes, elles sont rouges. C'est à moi de faire l'effort de prouver pourquoi je pense que la manière dont on a travaillé, elle est suffisamment correcte pour mener à un déploiement. Et mon objectif en tant que développeur, c'est de remplir cette boîte pour expliquer qu'est-ce que j'ai fait, quelles sont les dispositions que j'ai prises dans mon code pour arriver à faire ça. Si on veut regarder par exemple la notion de privacy, on a plein de manières différentes de le faire. Et notre cas, en l'occurrence là, parce que c'est le plus facile, ça a été de le faire sur le téléphone. Donc on s'intéresse à charger uniquement des modèles de traitement d'émotions qui sont uniquement exécutables dans le téléphone. Et avec cette chose-là, c'est comme ça qu'on garantit que je n'ai pas de transmission à l'extérieur. Et donc, si je n'ai pas de transmission à l'extérieur, la vie privée de mes utilisateurs est OK, parce que les données ne sont jamais échangées. Si je veux opt-out de l'application, je la désinstalle, tout disparaît. Et donc, c'est comme ça qu'on démontre qu'on arrive à respecter leur vie privée. Et ce qui va nous intéresser d'ailleurs, donc je peux le faire pour chacune des dimensions. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire pour viser le déploiement de cette application-là qui va arriver d'ici 1 ou 2 mois. Et ce qui nous intéresse derrière, c'est de voir, en fait, j'ai tout un panel de manières de faire respecter la vie privée. Je peux le faire de plein de manières différentes. Ça a été fait dans plein de manières différentes d'applications. Et on aimerait pouvoir capitaliser, on aimerait pouvoir partager ces pratiques-là. Dire, hey, moi, dans mon application, je me suis intéressé à la vie privée de telle manière. Moi, je me suis intéressé à, par exemple, la fairness de telle manière. Et obtenir une sorte de modèle qui soit composable. Où je peux dire, par exemple, là, je m'intéresse à un notebook scientifique, je regarde les bonnes pratiques pour dire que ces notebooks peuvent être partagés. Mais comment je peux les partager? Je vais vouloir vérifier que c'est reproductible et je vais vouloir vérifier que mon code est OK. Et ça, c'est une manière de vérifier que le code est OK. Ça, c'est une manière de vérifier que c'est reproductible. Il y en a plein d'autres. Il y a beaucoup de variations à cet endroit-là. Mais globalement, moi, j'ai choisi d'utiliser ma reproductibilité avec cette technique-là et j'ai choisi d'utiliser ma fairness de code avec cette technique-là. Et c'est la combinaison de ces deux techniques qui m'amène à la conclusion que mon notebook peut être partagé. Et donc, ce qu'on développe, et c'est pour ça qu'il y a un petit logo là, parce que c'est l'outil qu'on développe qui s'appelle JPipe, c'est une manière d'exposer ces choses-là, donc d'exposer ces bonnes pratiques, de les capitaliser, de les modéliser d'une certaine mesure, et de les composer en disant, moi, ma justification, elle est faite en prenant, donc c'est la justification de partage, elle est faite en utilisant le reproductible que j'ai pris sur étagère et le fairness que j'ai pris sur étagère, et la composition de ces deux trucs-là m'amène à cet arbre d'argumentation-là qui me permet de conclure que mon notebook peut être partagé. Donc ça, l'outil qu'on développe, il s'appelle JPipe. Le site web, je ne l'ai pas mis là, mais c'est jpipe.org qui vous amène sur le code. C'est un plugin qui permet d'écrire donc, des diagrammes de justification comme ça. On a la moyen d'exposer ça sous la forme de diagrammes. Et surtout, on est en train de travailler aussi à transformer ça en test. Donc, on est en train de travailler à faire en sorte que chacune des étapes, chacune des stratégies et chacune des preuves soit vérifiable. Donc, on peut aller exécuter du code qui va vérifier que cette stratégie est correcte, qui va vérifier que cette preuve est bien disponible, et ainsi de suite. Ce qui m'amène à conclure, le Genealog, c'est bien plus que coder, même si souvent on est restreint, on est caractérisé par ça. Quand on fait du génie logiciel, on s'intéresse bien plus qu'à coder, et un génie des exigences plutôt au début, sûreté plutôt à la fin, en tout cas crosscut, c'est des choses qui sont importantes là-dedans. Et moi, ma job en tant que prof à Maxert, c'est vraiment de créer des outils pour aider les ingénieurs à développer du logiciel. En intelligence artificielle, c'est très facile de se tromper, c'est très facile de faire des choses super bien, mais c'est aussi très facile quand on ne connaît pas de faire des complets contresens, d'utiliser les mauvaises métriques d'évaluation parce qu'on utilise telle métrique, mais elle n'est pas compatible avec le jeu de données qu'on utilise, ou d'utiliser tel algorithme, mais qui n'est pas compatible avec tel autre qu'on a utilisé pour préprocesser, et ensuite. Il y a une vraie expertise qui est une expertise technique et métier.
Et des techniques de sûreté légère telles que j'ai racontées à la fin sont aussi une manière de forcer les gens à se poser des questions et pas juste à écrire du code et à le mettre en déploiement, mais vraiment dire « Ok, pourquoi je pense que mon code il est correct et pourquoi je pense que je peux le déployer ?» Je vous ai mis là 2 papiers qui sont les exemples et les choses qu'on a fait sur agilité et extraction de modèles. Donc, le GOT à gauche, c'est la partie analyse et le MDE intelligence à droite, c'est la partie extraction. Les joies des reviews et des cycles de publication font qu'on a d'abord pu publier les analyses avant de publier comment on avait extrait les choses, mais ça, on n'y peut rien. Mais globalement, dans l'ordre, il faut d'abord lire suite droite et après lire suite gauche pour avoir l'histoire complète que je vous ai racontée aujourd'hui. Et si jamais ça vous intéresse, donc on a plusieurs autres papiers là-dessus, on a plusieurs projets qui utilisent JPipe, qui a été transféré auprès de TELUS et de Calum. Donc TELUS, c'est un opérateur de télécommunications majeur type Orange en Amérique du Nord, et Calum, c'est une société qui fait du réseau, et on utilise aussi ça pour justifier des choses sur la partie santé mentale dont je parlais. Et je pense que je suis presque au bout de mon temps, donc je vais m'arrêter de parler. Merci beaucoup pour votre attention, et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Sébastien.